暁は集った。 Le monde du shonen, ou plutôt devrais-je dire le monde du neketsu, possède de nombreux codes et de nombreuses habitudes. L'une d'entre elles est sûrement le fait de posséder des organisations emblématiques et charismatiques qui représentent parfaitement l'œuvre neketsuesque en question. Dans Saint Seiya, si on ne compte pas les mythiques chevaliers d'or, on a les spectres de Hadès ou même les marinas de Poséidon. Dans Bleach, ce sont les espadas et leur inspiration hispanique, et dans Hunter x Hunter, il existe la légendaire Brigade Fantôme. Parmi toutes les organisations emblématiques que je viens de citer, il y en a une autre qui a su se glisser et il s'agit de celle du manga Naruto, l'Akatsuki. Akatsuki qui signifie aube ou aurore, l'aurore qui représente les premières lueurs du soleil et qui est caractéristique du début du jour. Et justement, le but premier de cette organisation, dans l'idée que l'avait imaginé Yahiko, était de créer une nouvelle aube. Des jours nouveaux pour l'ancienne, mais surtout pour la nouvelle génération, créer une aube sans guerre. C'est ça l'Akatsuki, une organisation qui donne les siens pour obtenir la paix. Et même si les méthodes pour y arriver ont drastiquement changé, ça reste ce sentiment de paix qui anime ceux qui ont longtemps été à leur tête, que ce soit Yahiko ou Nagato. Pour Obito, pour moi, c'est totalement différent. Et même si le but de la plupart des membres n'est pas forcément la paix, chacun d'entre eux a bien été éprouvé par la guerre, par les conflits ou encore tout simplement par la haine et l'immoralité du monde ninja. Tous, mis à part les Zetsu, ont été victimes du monde cruel des shinobi et sont pour beaucoup devenus des nukenin à cause de ça. Que ce soit Sasori à cause de la mort de ses parents, Kakuzu à cause de l'ingratitude de son village ou Kisame à cause de l'hypocrisie du monde. Ils ont tous été pris dans ce cycle vicieux sans fin du monde shinobi. Comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur la fin de Naruto, avant d'être des bourreaux, ce sont avant tout des victimes. Cela légitime-t-il leur action horrible? Non. Mais cela peut quand même les expliquer. Et cette espèce de philosophie tacite qui lie les membres de l'Akatsuki est sûrement liée au vécu de Kishimoto, ou plutôt au récit qu'il a entendu. Dans plusieurs interviews, Masashi a révélé que ses grands-parents ont été traumatisés par la Seconde Guerre mondiale. Et lui-même dira que les guerres sont une honte, surtout quand les enfants voient celles-ci, et il rajoutera que les guerres ne sont nul autre que le résultat de la rancœur des hommes. Aurait-il donc fait volontairement des membres de la plus grande organisation criminelle de son manga des victimes du monde shinobi puis appuyer son idéologie de base? Lui seul a la réponse à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que aucun membre de l'Akatsuki n'est manichéen. Et c'est cette analyse, couplée à quelques anecdotes, que j'ai envie de vous conter aujourd'hui. Juste avant de continuer, j'aimerais passer un petit coup de gueule de 2 minutes ou plutôt une petite prévention et j'essaierai de pas être long promis. Il se peut que les termes et surtout la façon d'argumenter sur le sujet vous rappellent peut-être un thread d'un autre utilisateur Twitter. Mais je tiens à le préciser, c'est bel et bien ma façon d'argumenter et ma façon de présenter mes idées. J'en veux pour preuve ma vidéo sortie sur la fin de Naruto en mai 2021, donc il y a un peu plus d'un an aujourd'hui. Dans cette très longue vidéo, j'ai consacré une partie à Akatsuki et justement cette partie a été reprise presque mot pour mot dans un thread Twitter. D'ailleurs, j'en avais parlé avec la personne concernée et ça s'était réglé avec des excuses, etc. J'avais laissé couler à l'époque, mais il y a plusieurs mois maintenant, celle-ci a réitéré, mais cette fois-ci avec mon explication sur le cycle de la réincarnation. Toujours dans la vidéo sur la fin de Naruto d'ailleurs. Et il faut se dire, ça a été fait de façon beaucoup plus astucieuse que la première fois avec l'Akatsuki. Alors, ça change les mots, ça change les tours de phrases, ça change un peu l'ordre des expressions, mais on y reconnaît ma façon d'argumenter, ma façon de parler même en fait. Je vais être clair, je suis pas un gourou ou un professeur de philosophie. Naruto, ça ne m'appartient pas. Toutes les analyses que j'ai faites avec de la réflexion, tout le monde en est capable. Cependant, quand les arguments sont exactement les mêmes, mais surtout la façon d'argumenter, la façon d'amener les arguments, l'ordre dans lequel on avance ces arguments, quand tout ça c'est la même chose, voilà, faut pas prendre les gens pour des saucisses, c'est fortement inspiré de mon travail. Alors moi ça me dérange pas qu'on reprenne le fil conducteur de mes vidéos et qu'on en fasse des threads, etc. C'est même plutôt positif, ça veut dire que ce que je fais plaît. Mais dans ce cas-là, je demande juste à être mentionné, rien de plus. Vraiment, juste une petite mention, voilà, on m'identifie, c'est parfait. Et en tout cas, ce serait bien de pas se pavailler partout en étant fier, comme si c'était le fruit de notre réflexion. C'est quelque chose que je trouve très indécent. Je précise qu'il se peut aussi que que ce soit quelqu'un d'autre qui ait repris mon argumentation presque mot pour mot et qu'il la lui ait donné. Je ne sais pas, c'est possible. J'avoue que quand j'ai vu ça, j'avais pas la foi de retourner en DM discuter avec la personne parce que ça m'avait vraiment dégoûté. Surtout que je l'avais déjà fait une fois, c'était censé être réglé, mais là ça réitère, donc je pense qu'il y a un peu de la foutaise là. Je le répète, je ne veux vraiment pas que vous pensiez que j'ai le monopole des analyses sur Naruto, pas du tout. Mais encore une fois, quand l'ordre dans lequel on avance ses arguments
est le même et que les exemples pour illustrer sont commentés avec les mêmes mots, voilà, s'il vous plaît, ne soyons pas dupes. De toutes les façons, vous pourrez vérifier mes dires en allant voir ma vidéo sur la fin de Naruto. Elle est chapitrée par timecode sur YouTube et vous aurez juste à cliquer sur le chapitre qui correspond au cycle de la réincarnation. Et d'ailleurs, la partie sur l'Akatsuki se trouve dans ce même chapitre de fin. Ce chapitre dure 20 minutes et vous comprendrez un peu mieux de quoi je parle. J'en ai pas parlé jusque-là parce que je ne voulais pas créer de la haine et c'est d'ailleurs pour ça que je ne donnerai pas de nom, même si certains l'ont sûrement deviné déjà de qui je parle. Jusque bon, en préparant cette vidéo, j'ai craint que certains pensent que c'est moi qui ai plagié et j'avoue que je gardais ça enfui en moi depuis bien longtemps et maintenant que la hype autour de ces threads là sont passés, je peux en parler sans provoquer un déchaînement, je pense. Si je voulais faire du buzz ou quoi, j'en aurais parlé directement quand c'est sorti, mais je l'ai pas fait pour éviter. Je précise que si jamais vous voyez de qui je parle, ce n'est pas la peine d'écrire le pseudo en commentaire ou même d'aller chercher à harceler ou même aller chercher à parler avec la personne et tout, ça c'est pas la peine. Juste un petit message pour me dire que vous voyez de quoi je parle et que vous comprenez mon malaise et ma frustration me suffira amplement. La vérité finit toujours par se savoir et ayant une mentalité à la Uzumaki Naruto, pas la peine de répandre une quelconque haine. Voilà, vraiment désolé d'avoir pris de votre temps pour expliquer ça, mais je vous avoue que j'en avais vraiment gros sur le cœur depuis le temps. J'espère que vous ne pensez pas que je me considère comme celui qui a la vérité absolue sur tout et que je suis le seul habilité à faire des analyses sur Naruto. Non, pas du tout, c'est vraiment pas ça. Mais juste, faut pas abuser. Genre, voilà, ces vidéos-là, c'est des vidéos qui m'avaient pris vraiment du temps à écrire et c'est lourd de voir ça, de voir quelqu'un se réapproprier ça et faisant comme si lui, il l'avait fait. Enfin, c'est horrible. Les messages privés n'ayant pas empêché la récidive, voilà pourquoi j'en parle ici pour la première et dernière fois. On va donc passer sur le cas de tous les membres de l'Akatsuki un à un afin que j'explique ce que moi je perçois à travers leur écriture et à travers leur développement. Et en même temps, j'essaierai pour certains membres dont on ne sait pas grand chose, comme Kakuzu et Hidan, de donner quelques anecdotes par-ci par-là, chopées dans les fanbooks ou dans les troisième databooks, etc., etc. Avant ça, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Discord, Twitter, Twitch, tout est en description. On s'amuse pas mal là-bas et du coup, je vous invite à rejoindre si jamais vous voulez venir vous amuser avec nous. Sur ce, Ohayomi Naseiro et aujourd'hui, on parle de l'Akatsuki. しけた里だった。素材として使えそうなのがほとんど嫌がらねえ。 On commence donc avec Akai Suna no Sasori. Autrement dit, Sasori des Sables Rouges. Sasori est un ninja d'élite issu de Suna, expert en Kugutsu no Jutsu, c'est-à-dire l'art des marionnettistes, créé par Shikamatsu Monzaemon. Pour ceux qui ne le savent pas, Monzaemon est l'inventeur du style de marionnettiste en tant qu'art ninja. C'est aussi lui qui est à l'origine des 10 marionnettes utilisées par Chiyo, marionnettes qu'elle aurait utilisées pour prendre un château. C'est donc une légende. Et au vu de ce qu'il est dit dans le manga, Sasori est de la même trempe que cette légende en termes de manipulation de pantin. Il est dit que lors de la seconde guerre ninja, alors que Sasori était encore un jeune homme, il est dit que c'est lui qui a créé, ou du moins il en a créé une grosse partie. Et plus globalement, Chiyoba répète à plusieurs reprises que c'est un génie des marionnettes. Je rappelle qu'il a pris un pays à lui tout seul et qu'il avait en sa possession la marionnette du plus puissant Kazekage de l'histoire, le Sandaime. S'il est autant sous-estimé, c'est dû au fait qu'il a été vaincu par Chiyoba et Sakura au début de Naruto Shippuden. Sauf que déjà Chiyoba, c'est pas n'importe qui, dans sa jeunesse c'était une femme très très forte, mais surtout elle connaissait le moyen de contrer Sasori. Il ne lui manquait qu'une grande force, une force herculéenne que Sakura, élève du Godaime, lui a apporté. J'aimerais cependant remettre certaines choses au clair. Dans ma vidéo sur la fin de Naruto, j'avais dit que c'est Sasori qui, à travers la mort de Sandaime Kazekage, qui était responsable du début de la troisième grande guerre. Sauf que c'était une erreur. Erreur qui a d'ailleurs été reprise par ceux qui m'ont plagié bêtement. Mais bon. Et du coup, pour cette vidéo, j'ai relu l'arc sauvetage de Kazekage. Et en fait, je me suis rendu compte que les anciens Tsuna disent plutôt que la disparition de Sandaime a entraîné des conflits avec des villages voisins. Et c'est pas précisé que c'est la troisième grande guerre ninja que cela a entraîné. C'est juste des conflits avec des villages et des pays voisins. De plus, dans le second fanbook, le Kai no Sho, Kishimoto nous précise que c'est le fait que les grandes puissances s'épuisent qui a provoqué l'attaque de pays plus petits envers des pays plus grands et que Iwa a essayé de profiter justement de ces petites attaques. Je parlerai d'ailleurs beaucoup plus de ça dans ma grande vidéo sur la géopolitique dans Naruto. Je sais pas du tout quand elle va sortir, je sais même pas si elle sortira cette année, mais j'en parlerai, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le passé de Sasori. Comment en est-il arrivé là? Plongeons-nous donc dans ses souvenirs.
Comme beaucoup de membres de l'Akatsuki, Sasori était un enfant gentil et calme. C'était un enfant qui adorait par-dessus tout sa famille, particulièrement ses parents. Malheureusement pour ce petit garçon, il eut le malheur de naître durant la seconde grande guerre ninja. C'est ainsi qu'en disant innocemment au revoir à ses parents, il ne savait pas qu'il le faisait pour la dernière fois. Ceci, pris dans un combat contre des shinobi de Konoha, fut tué par Sakumo Hatake, le légendaire croc blanc de Konoha, le père de Kakashi. Dévasté par la nouvelle du décès de ses parents, il développera une véritable hantise de la mort et c'est cette hantise qu'il utilisera pour le principe de son art. L'art, c'est ce qui est beau et ce qui est beau, c'est ce qui s'inscrit dans la durée, ce qui est éternel. C'est d'ailleurs un habile parallèle que Kishimoto fait avec Deidara. Sasori, qui considère que la beauté est dans ce qui dure éternellement, fait équipe avec son antithèse, qui considère que la beauté est explosion et que surtout la beauté est éphémère. Cependant, même si c'est ce qu'il dit, il s'est vite rendu compte que ces panthères ne dégageaient, malgré leur beauté et leur réalisme, rien d'humain. Mais malgré tout, il semblait quand même attiré par ce que représentaient ces pantins. Sa hantise de la mort, due au traumatisme de la mort de ses parents, couplée à sa vision de l'art, le pousseront à se déshumaniser encore plus, jusqu'à devenir lui-même une marionnette et jusqu'à vouloir tuer la seule famille qui lui reste, sa grand-mère. Mais peut-être qu'en voyant cette grand-mère prendre soin et se soucier à ce point de Sakura, il s'est souvenu de la véritable chaleur humaine et il s'est souvenu du véritable art, la vie. Ce serait donc pour ça qu'il a décidé de se laisser tuer de la main du dernier membre de sa famille. Akatsukiだ。そんなのオイラには関係ねえ。オイラはアート制作に集中してんだよ。Deidara. Il est vrai que j'avais déjà abordé son cas dans ma dernière vidéo. Mais pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, je vais me réatteler à la tâche. Deidara a grandi et a vécu dans le village d'Iwa. D'après le narrateur, il a été le disciple de Oonoki, ce qui suggère qu'il a grandi ou du moins qu'il a passé du temps avec Kurotsushi et consorts là. En tout cas, au vu des paroles de Oonoki, Deidara était un espèce de petit génie de Iwa, surtout s'il a été formé par lui-même. Cependant, d'après le troisième databook, le Shanosho, on nous apprend qu'il désertera le village en volant le Kinjutsu d'Iwa qui permet d'infuser de la vie dans ses créations. Et si vous avez regardé ma dernière vidéo, alors vous savez que selon moi, c'est ce Kinjutsu qui lui vaut d'avoir des bouches dans les mains et aussi une bouche sur le torse. Mais du coup, pourquoi a-t-il déserté le village? Était-ce par pur caprice? En partie, sûrement, mais selon moi, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça va plus loin. À travers les infos qu'on a dans le manga, on peut facilement déduire que tout comme Gary, il a fait partie de l'unité de dynamitage de Iwa. Je dis déduire car même si dans l'anime c'est dit mot pour mot, dans le manga ce n'est pas dit clairement. Pour celles et ceux qui ne savent pas, l'unité de dynamitage Iwa, c'est une unité qui, comme son nom l'indique, était chargée de faire exploser des choses, que ce soit des édifices, mais aussi des êtres humains. Il est vrai que Deidara est mort à 19 ans, ce qui signifie qu'il n'a pas connu la troisième grande guerre ninja. Mais il a sûrement connu des conflits mineurs. Et à un très jeune âge, il a dû faire exploser des gens. Son Kekkei Genkai, le Bakuton, faisait dès sa naissance de lui un homme bombe. Un homme qui, pour tuer ses adversaires, devait les faire exploser. Ma théorie, c'est que comme mécanisme de défense, son inconscient a commencé à considérer ces explosions comme une forme d'art. Car quand on regarde bien dans le fond, le fait de faire exploser des gens se résume à annihiler purement et rapidement la vie de ceux-ci. Ce souffle de vie qui permet de faire tant de choses, à savoir vivre, marcher, courir, sauter, créer des choses invraisemblables, ce souffle de vie, grâce à une explosion, s'envole et ne reviendra jamais. Le Bakuton de Deidara met donc en évidence la fragilité de l'homme. Et justement, comme le dira Deidara dans une scène de fin d'épisode de Naruto Shippuden, la vie est belle parce qu'elle est éphémère. Parce qu'en vrai, même si on vit pendant 100 ans, comparé à l'univers et au monde qui nous entoure, cela équivaut à un battement de cils. Ça me rappelle d'ailleurs le monologue de Shaka dans Senseiya. Alors oui, sûrement que Kishimoto n'a pas pensé à tout ce que je viens d'expliquer, c'est avant tout ma vision que je partage avec vous. Mais je pense que le fond, c'est-à-dire le fait que Deidara ait vu en la vision artistique un moyen d'échapper à sa condition d'homme bombe est quand même correct. Et même s'il ne se l'avouera jamais, la principale raison pour laquelle il a rejoint l'Akatsuki, c'est sûrement parce que inconsciemment, il a vu en Itachi et en ses yeux une forme d'art. Et aussi parce qu'il a perdu, c'est vrai. Et au final, il est mort des mains de son propre art. またおかしなのが来たな。すでにボロボロとは。
Kakuzu, un des membres du duo des immortels de l'Akatsuki, que Kisame appelait affectueusement les zombies Konbi. Il y a un peu moins de choses à dire que les deux précédents, mais j'ai quand même quelques anecdotes et quelques faits intéressants à vous conter. Kakuzu est originaire du pays des cascades, plus précisément du village de Taki. Et même si Taki ne fait pas partie des 5 grands villages, on peut quand même imaginer que ceux-ci avaient une place particulière, ou du moins ils avaient cette place particulière dans l'ancien monde shinobi, celui de l'époque de la formation des villages. Déjà, ils ont été pas mal mis en avant dans les hors-séries de Naruto Shippuden, mais surtout, c'est le seul village hors des grandes puissances qui possède un Jinchuriki, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Chomei, le démon à 7 queues Nanabi. On y reviendra d'ailleurs en parlant de Kakuzu. Dans le troisième databook, le Shanosho, vous commencez à le connaître, on nous dit que Kakuzu était fidèle à son village et qu'il aimait sincèrement sa patrie. Mais un jour, ses dirigeants décidèrent de l'envoyer assassiner Hashirama, tâche dans laquelle il échouera bien évidemment. Mais à son retour, il n'eut droit qu'à des insultes et des calomnies. Il était prêt à donner sa vie pour son village, mais ce village et ses dirigeants, à cause de son échec, l'enfermèrent en prison. D'ailleurs, pour revenir vite sur son combat face à Hashirama, le fait que Hashirama n'ait pas tué Kakuzu prouve bien qu'il ne voulait pas entretenir de mauvaises relations avec Taki. Pire, il ira même jusqu'à leur donner un bijou. D'ailleurs, j'aurais bien aimé avoir quelques anecdotes dans les guidebooks pour savoir ce que Taki avait de si spécial pour que Hashirama les considère autant. En tout cas, une fois abandonné de tous, Kakuzu prit une décision. Il ne vivra que pour l'argent. Peut-être parce que pour lui, l'argent permet tout et surtout, l'argent ne trahira pas. On a tendance à penser que Kakuzu est quelqu'un de cupide, mais je pense que comme beaucoup de membres de l'Akatsuki, Kakuzu a un vice qui représente en réalité une échappatoire pour lui. Une fois cette décision prise, il s'échappera de sa cellule et déserta son village en y volant des techniques interdites, dont sûrement la technique d'immortalité, et en tuant les dirigeants qui l'ont trahi et aussi en volant leur cœur. Cette trahison marquera à vie Kakuzu et c'est aussi peut-être pour ça qu'il a commencé à développer des pulsions meurtrières aussi fortes. Et d'ailleurs, peut-être qu'il a rejoint l'Akatsuki pour au fond un jour pouvoir retrouver cette confiance en l'autre qu'il a perdue. L'a-t-il trouvé en Hidan après avoir tué ses 2 coéquipiers précédents? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, aujourd'hui, nous ne le saurons sûrement jamais. Hidan. Encore une fois, comme Kakuzu, il n'y a pas 1000 choses à dire sur lui. Deuxième membre du duo des immortels de l'Akatsuki, on peut dire qu'il est littéralement fou. Si les autres membres de l'Akatsuki tuent et volent, parfois pour le plaisir de le faire, Hidan est sûrement celui qui prend le plus de plaisir à ôter la vie des gens. Et tout comme la plupart des membres de l'Akatsuki, on en apprend plus sur Hidan dans le 3e databook. Il est dit que Hidan est né à Yu, un village se situant dans le pays des sources chaudes. Sauf qu'un jour, ce village décidera d'arrêter de rendre des services ninja et il décidera de se tourner vers des activités économiques plus touristiques et commerciales. Sauf que Hidan, lui, ça lui a pas plu et du coup, le bouc a trucidé une partie des membres de son village et après, il a rejoint le culte de Jashin. Et ce culte, à travers un rituel et en récompense de plusieurs meurtres effectués, l'a rendu immortel. Pour être un peu plus précis, c'est-à-dire qu'en récompense de tous les meurtres que Hidan a fait au nom de Jashin, il a reçu le don de l'immortalité. Et pour tous ceux qui se posent la question, Hidan peut mourir de manque de nourriture. Ce n'est pas dit dans le 3e databook, mais cette fois-ci dit dans le 2nd fanbook, le Kainosho. Alors c'est vrai que j'ai entendu plusieurs fois des rumeurs qui disent « Ah mais c'est le fait que Hidan tue qui le rend immortel ». Non, le fait qu'il ait tué et fait des sacrifices l'a rendu immortel, c'est vrai. C'est une récompense. Cependant, une fois qu'il a acquis l'immortalité, il semble que la seule chose qui puisse le tuer, ce soit le manque de nutrition. Et du coup, on se rend compte d'un truc particulier. C'est que Hidan, qui contrairement à beaucoup d'ennemis dans Naruto, est juste méchant. Il n'a pas eu un passé difficile ou quelque chose qui l'a rendu comme ça, non, il est juste fou. Pour moi, Hidan représente avant tout le vice pur de l'homme. Il aime tuer, se battre, etc. Mais juste comme ça lui fait ressentir du plaisir. C'est tout, ça va pas plus loin. D'ailleurs, dans le Shanosho, c'est aussi précisé qu'il a rejoint l'Akatsuki par admiration pour Kakuzu. Il le considérait comme le doyen de l'immortalité. Et donc, on comprend que malgré son insolence, Kakuzu était en réalité son modèle. Hoshikaki Kisame, l'homme requin, le bijou sans queue. Celui qui possède une quantité astronomique de chakras.
le compagnon de Itachi. Kisame est originaire de Kiri, et pas de n'importe quel Kiri, vu qu'il s'agit de l'époque où Kiri était appelé Chigiri no Sato, autrement dit, le village de la brume sanglante. Et vu l'examen et les règles autoritaires pour devenir ninja, on peut en déduire que la plupart des ninjas, surtout quand il s'agissait de ninjas d'élite, qui sortaient à cette époque, étaient très bons. Et justement, c'était le cas de Kisame, puisque n'oublions pas qu'il a été formé par Fubuki, l'ex-détenteur de Samehada. Kisame était un shinobi qui servait les intérêts de son village avec dévotion. Il exécutait les ordres qu'on lui donnait sans brancher et sans discuter. Cependant, un jour, il fut envoyé avec ses compagnons et il tombera sur une escouade de Konoha. À ce moment, les ordres de son maître résonnèrent dans sa tête. Aucune info ne doit fuiter. Prenons donc au pied de la lettre les paroles de son supérieur, il décimera tous ses compagnons. Sauf que plus tard, il se rendit compte que le vrai traître était son maître et il le tuera également. C'est à ce moment-là que la vie de Kisame basculera. Il comprit que le monde shinobi n'était que mensonge, rien n'était vrai. Que ce soit la notion de camaraderie, vu qu'il venait d'éliminer ses propres compagnons, et que ce soit la notion de loyauté envers un village puisque son maître lui-même avait trahi Kiri pour livrer des infos à l'ennemi, ou que ce soit la notion de shinobi en elle-même. Plus rien n'avait de sens pour Kisame. Sa vie n'était qu'un gigantesque mensonge. Mais c'est là qu'il fit la rencontre de Tobi. Tobi qui, à travers son plan œil de lune, lui fit miroiter la vision de la possibilité d'un monde sans mensonge. Cependant, il ne se rendit pas compte qu'en acceptant la proposition de son interlocuteur, il acceptait un pur monde de mensonges. Mais peut-être que pour lui, cette grande illusion heureuse valait plus que la vérité de ce monde malheureux. En tout cas, jusqu'à la fin, Kisame sera fidèle au sien et jusqu'à la fin, il se battra pour ses idéaux. Comme le dit son compagnon Itachi, ce n'est qu'à la fin que l'homme se rend compte de ce qu'il a réellement été. Et c'est ce qui est arrivé à Kisame au moment de mourir. Il s'est rendu compte qu'il était Kisame Hoshigaki de l'Akatsuki, rien de plus, rien de moins. Quel que soit son camp, toutes les personnes présentes le reconnaissaient. Kisame, malgré ses idées qui diffèrent des leurs, était un grand shinobi. これよりお前は暁のイタチだ。Uchiha Itachi, l'altruisme absolu. Celui qui se savait utiliser et qui pourtant s'est laissé faire. Je ne vais pas longtemps m'attarder sur son cas puisque j'ai déjà beaucoup parlé de lui. Et pour faire simple, comme je l'ai dit, Itachi, c'est l'altruisme. Le fait de placer le bonheur des autres avant les siens. L'histoire de Itachi, c'est l'histoire d'un enfant traumatisé. Traumatisé par la guerre qu'il n'a pourtant jamais vraiment vécu, mais dont il a vu la fin et surtout dont il a vu les conséquences. Cette vision traumatisa le jeune enfant, lui faisant développer un pacifisme absolu. Je l'avais déjà évoqué dans ma vidéo sur le clan Uchiha, mais on est beaucoup à penser que les pouvoirs du Mangekyou Sharingan dépendent du vécu de l'utilisateur. Ainsi, l'Amaterasu, la lumière céleste, viendrait de la volonté ardente de Itachi qui le pousse à agir comme il le fait. Et le Tsukiyomi, lui, représenterait son traumatisme à l'état pur. La vision d'horreur de la guerre qu'il a vue quand il avait 3 ans et qu'il a dû revoir encore et encore. L'histoire de Itachi, c'est l'histoire d'un enfant devenu adulte trop tôt. Quand Hiruzen dit qu'à peine 7 ans, il avait la sagesse d'un Hokage, c'est souvent considéré comme une bonne chose. Mais non, ça ne l'est pas. Un enfant doit avoir le droit de grandir. Un enfant doit faire des bêtises, doit pleurer, doit bouder, doit s'amuser. Un enfant, en tout cas de cet âge-là, doit être immature. C'est ça la différence entre un enfant et un adulte. L'adulte, lui, doit faire face aux problèmes de la vie et surtout, l'adulte doit protéger l'enfant des problèmes de cette vie tout en le préparant à affronter ceux-ci, mais étape par étape. Ce qu'a fait Fugaku était une erreur et il n'a fait que traumatiser son fils. Quand un enfant de 5 ans a une maturité aussi grande, c'est que c'est le réel qui le lui a enseigné. Et pour un enfant à bas âge, le réel n'est jamais, au grand jamais, la meilleure solution. Itachi dut donc faire un choix, son clan ou sa patrie. Et il a fait le choix du plus grand nombre. Était-ce bien ou pas, à chacun d'en juger. Mais n'oublions jamais ceci, c'est le réel et rien d'autre qui l'a poussé à agir comme ça. D'ailleurs, on parlait des paroles que Itachi disait à Kisame sur la vérité, sur chacun à la mort. Mais on a le droit de se le demander comme Kisame, Itachi a-t-il trouvé qui il était à sa mort? Personnellement, je pense que non. Du moins, pas à sa première mort. On le sait, au moment de quitter Konoha, Itachi ne savait même plus qui il était. À force de pactiser avec les deux clans, il avait un petit peu perdu sa personnalité. Mais à sa deuxième mort, il assumera les erreurs de son vivant et il guidera Sasuke. Mais surtout, il assumera enfin
qui il est. Il est Itachi Uchiha de Konoha, voilà tout. ではここからが本題。どう？私を暁に入れてみない？ Orochimaru, le premier grand méchant du manga, le mec vil et machiavélique, celui qui semble ne pas avoir de sentiments. Il est à l'image de ce qu'il représente, un serpent. Il cherche sa proie du bout de la langue en rampant et il finit par la dévorer si celle-ci lui plaît. Cet homme n'a aucune éthique, ni aucun respect pour ce qu'on appelle la vie humaine. Pourtant, il a été formé par une personne qui considère réellement cette vie, Hiruzen le Sandaime. En plus de ça, il était avec Jiraiya, un homme plein de vie, et avec Tsunade, une femme qui fait tout pour préserver cette vie. Mais du coup, pourquoi a-t-il sombré? D'après son ami Jiraiya, c'était à cause de la mort de ses parents. Tout comme Sasori, suite à la mort de son père et de sa mère, il changera et il développera lui aussi une hantise de la mort. Mais là où Sasori a voulu transformer son corps en pantin, Orochimaru, lui, voudra percer les secrets du monde Shinobi. Comprendre comment tout ce qui est dans ce monde fonctionne et faire sien ce savoir. Était-ce un moyen pour lui de vaincre le monde qui lui a appris ses parents en perçant tous ses secrets? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, il faut savoir que son désir d'immortalité n'est pas son objectif ultime, mais un moyen d'arriver à son véritable objectif qui est de percer les secrets de ce monde Shinobi. Et même aujourd'hui, il n'a pas cessé de chercher. Mais peut-être essaie-t-il également de mieux comprendre les sentiments humains. C'est pour ça qu'il décidera d'avoir un fils en la personne de Mitsuki, ou même c'est pour ça qu'il décidera d'être ami avec d'autres personnes comme Hinata par exemple. Car oui, dans le roman Naruto Retsuden et le destin en spirale, Hinata considère Orochimaru comme une sorte d'ami. Mais dans le fond, seul Orochimaru sait ce qu'il a dans son cœur. いいだろう。俺たちの痛みを教えてやる。Uzumaki Nagato et Conan. Deux enfants qui du début à la fin ont été poursuivis par un sentiment, la souffrance. Toute leur vie, ces deux enfants, accompagnés de leur ami Yahiko, ont tenté d'échapper à leur souffrance, mais sans résultat. Si bien qu'à partir d'un moment, ils ont décidé d'en faire leur carburant pour atteindre leurs objectifs. Conan est de base une orpheline de guerre. La deuxième grande guerre ninja lui a tout pris. Dans ce malheur, elle a su trouver des compagnons dont un de qui elle semblait visiblement être amoureuse, mais le monde lui prit également cet amour. Ainsi, l'experte en origami qui aimait faire des figures avec du papier blanc commença à vouloir tenter ce blanc pur d'un rouge sang. Nagato, lui, c'est encore pire. Sa maman semble être issue du clan Uzumaki, et vu qu'elle vivait à Ame, il y a de fortes chances qu'à ce moment-là, le clan Uzumaki soit déjà anéanti, entre guillemets. Au fait d'avoir perdu son clan, qu'il n'a pas connu, il faut ajouter qu'il vit ses parents se faire assassiner par des shinobi de Konoha. Telle était sa première grande souffrance. Puis, des années plus tard, quand il pensait être devenu assez fort pour protéger tout le monde, son meilleur ami fut tué. Et c'est lui qui tenait le kunai sur lequel Yahiko s'est embroché. À partir de ce moment, Nagato a complètement sombré. Il reniera complètement ses principes afin de développer d'autres rêves ou de se laisser corrompre par ceux de Madara. Ce qui est très intéressant dans le développement de Nagato et Conan, c'est leur similarité avec le personnage principal de l'œuvre, Naruto. Similaire dans le sens où ils ont tous les trois été formés par le même maître qui leur a transmis les mêmes valeurs et les mêmes principes. Cependant, la vie les poussera à faire des choix différents et Naruto représente justement ce qu'ils auraient pu devenir s'ils avaient fait d'autres choix. C'est pour ça que Conan et Nagato sont à ce point liés à Naruto. Et idem dans l'autre sens, Nagato et Conan représentent ce qu'aurait pu devenir Naruto s'il avait fait d'autres choix. Mais il ne faut pas oublier que si Nagato et Conan ont fait ces choix-là, c'est parce qu'ils étaient conditionnés par leur passé d'enfants de guerre. Je l'ai dit tout à l'heure avec Itachi, un enfant, ce n'est pas fait pour connaître la guerre. Et donc, à partir du moment où celle-ci s'impose à lui, il y a de grandes chances qu'elle conditionne son existence, même adulte. La souffrance a éduqué Nagato et Conan, et à leur tour, ils ont voulu éduquer le monde par cette souffrance afin que les guerres cessent. Et en effet, je ne pense pas qu'ils adhéraient réellement au plan œil de lune de Madara et de Obito. Je pense plutôt que, comme il le dira à Jiraiya sur la forme de Shikushodo, ils voulaient forcer les grands pays à faire la paix à l'aide d'une arme nucléaire. Je viens de le dire, la souffrance éduque les hommes avec un grand H. Cependant, Nagato comme Conan ont pu mourir en retrouvant leurs réels idéaux, et dans ce sens, on peut dire qu'ils sont morts en héros. 光が当たるところには必ず影が。Et pour finir, Uchiha Obito, le cerveau de l'ombre de l'Akatsuki. Celui qui était parmi les êtres les plus gentils, mais qui a fini par sombrer. La raison de la descente aux enfers de Obito, c'est tout simplement l'amour.
l'amour perdu pour être exact. Quoi qu'on dise, Obito a souvent été seul, il n'a pas de parents, et même si l'anime nous a montré sa grand-mère, dans le manga, qui est l'histoire originale, on ne l'a jamais vu. En tout cas, pas dans mes souvenirs. En plus de ça, il était le mouton noir de son clan. Ce clan qui, bien qu'étant rejeté, était au moins reconnu pour sa force et son talent pour les arts ninja. Obito, lui, n'avait pas ça. La chose qui lui permettait de tenir, celle qui lui permettait de croire en ses rêves, c'était Nobara Rin. Rin était le rayon de soleil de la vie d'Obito. C'était son moteur. Alors, bien sûr, elle n'était pas seule. Kakashi, qu'il considérait comme un rival, était aussi un moteur. Je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur Obito, que je vous invite à aller voir. Mais lorsque le soleil s'en va, il ne reste malheureusement que les ténèbres de l'obscurité. Ainsi, en voyant son meilleur ami transpercer le cœur de la femme qu'il aimait, Obito a lui aussi perdu le sien. Non pas dans le sens propre du terme, parce que l'organe, lui, est bien présent, mais dans le sens figuré. Les sentiments comme l'amour, l'amitié ou la compassion semblent avoir disparu de son corps et de son être. Comme il est dit lui-même, il est vide et il ne ressent plus rien. Si en plus tu ajoutes le théorème du Sharingan qui veut qu'à force d'évoluer, Uchiha voit sa haine amplifiée, alors on comprend le sentiment de Obito. On comprend que pour lui, un monde sans Rin, c'est l'enfer. Voilà pourquoi il acceptera le projet de Madara. Il acceptera un projet qui lui permettait un monde où Rin existe. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais la motivation de Obito, c'est bel et bien Rin. Oui, il dira à Kakashi que ce n'est pas le cas, mais à ce moment-là, Obito se ment à lui-même. Le but de Obito, contrairement à Nagato, c'est pas de créer un monde sans guerre nécessairement. Ce n'est pas un bien commun qu'il cherche en premier. Nagato voulait transmettre la souffrance qu'il a vécue au monde afin que ce monde comprenne que les guerres ne servent à rien et que cela les force à faire la paix. Comme il le dit, la souffrance est du clan et celui qui n'a pas connu cette souffrance ne pourra jamais désirer réellement la paix. Obito, lui, ne tient vraiment pas le même discours. Comme je le dis, il a perdu sa lumière et quand on est dans l'obscurité, rien de plus normal que de vouloir en sortir. Obito voulait donc revoir Rin et retrouver sa lumière et ce, même s'il s'agissait d'une illusion. Tout ce qu'il voulait, c'était vivre à nouveau dans un monde où elle existait et pour ça, il perpétua des massacres, dont celui de son propre clan. Tout ça parce qu'il en veut au monde. Il en veut à ce monde qui lui a pris celle qu'il aimait, Rin. Et pourtant, lui-même le dira à Kakashi. Rin n'est Rin que si elle vit. Mais la Rin qui veut crier, ce n'est pas Rin, ce n'est qu'une illusion. Rin, elle, est morte et la triste réalité, c'est qu'il n'y peut strictement rien du tout. Obito représente un peu Naruto. Il représente ce qu'aurait pu être notre héros s'il avait fait les mauvais choix. Tout comme lui, il voulait être Hokage et tout comme lui, c'était un raté. Mais non comme lui, Naruto a décidé de croire en ses coéquipiers, de croire en son père et de croire en son maître. Ainsi, par la force de ses choix et grâce à son entourage, il ne sombrera pas. C'est pour ça que les deux se comprennent si bien. Ils sont similaires. Mais n'oublions pas que perdre l'amour de sa vie est une épreuve terrible qui peut mener à la folie. Et c'est ce qui s'est passé avec Obito. Mais grâce à Naruto, il a su revenir dans le droit chemin avant de rendre son dernier souffle. Voilà, la vidéo est terminée. Comme d'habitude, si elle vous a plu, le petit pouce en l'air, ça fait plaisir, c'est pas de refus. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la fin de Naruto, qui est une vidéo un peu longue, c'est vrai, mais que je pense que vous kifferez, parce que juste commencer les 10 premières minutes, et vous verrez qu'ensuite ça va très très vite, ça va tout seul. Je trouve ça intéressant parce que là, je me suis concentré sur l'Akatsuki, j'ai expliqué pas mal ma vision sur Naruto ici. Cependant, dans ma vidéo sur la fin, j'ai vraiment abordé plus de sujets dont la réincarnation, etc. Donc j'invite vraiment à aller la voir. Sans vouloir me jeter des fleurs, je trouve que c'était une masterclass. Zéro humilité, wesh. Et avant de partir, j'aimerais aussi vous demander quelque chose. On est à peu près à 41 000 abonnés, bientôt 42 000 là où quand je poste ces vidéos. Et j'aimerais de ouf qu'on soit aux 50 000 abonnés à la fin de l'année. Alors ça va être super dur parce qu'il nous reste quoi, 3 à 4 mois. Donc voilà, je sais que ça va être dur, mais on peut le faire. On peut le faire si on fait... je sais pas moi, 2,5 abonnés par mois ou 3 000 abonnés par mois, ça peut passer. Donc voilà, partagez la chaîne à vos grands-parents, à vos parents, à vos amis. Likez et abonnez-vous, ça soutient et ça aide. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Hiro.